tous. Donc, je suis Thomas Cribier, directeur des opérations chez Rubicat, et aujourd'hui, je vais vous parler... Ah, j'ai perdu un peu. C'est bon ? Et du coup, donc, merci à tous d'être présents. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Au niveau du déroulé, en quelques mots, donc, je vais commencer par quelques chiffres sur la gestion des accès à privilèges pour donner un peu de contexte. Ensuite, évoquer pour nous qu'est-ce qu'une solution des accès à privilèges, qu'est-ce qu'un PAM, en quelques mots. Donner notre vision chez Rubicat, quel est notre ADN et quelle est notre vision au quotidien au niveau de nos équipes et de notre direction générale. Prendre 3 exemples de problématiques clients qui sont assez complémentaires et finalement qui ont amené les clients à s'équiper de solutions de gestion des accès à privilèges. Ensuite, je passerai sur la partie produit, puisqu'on est avant tout dans une partie démonstration. Donc, je parlerai du produit, de Proovit, sa topologie, comment il va opérer dans le système d'information. Et du coup, vous montrer l'interface d'administration pour comprendre comment l'administrateur de Proovit peut le configurer et ce qu'il va voir de son côté. En parallèle, faire le parallèle avec la démonstration utilisateur à privilège qui va se connecter sur le système d'information et vous montrer comment ça va fonctionner de son côté. Finaliser sur un retour d'expérience par rapport à 3 autres clients, par rapport aux bénéfices qu'ils ont pu avoir de mettre en place une solution de gestion des accès à privilèges. Et puis finir sur une session de questions-réponses pour répondre à toutes vos questions. Et je resterai un peu plus après la session pour répondre aussi aux échanges individuels si besoin. Alors, quelques chiffres. Donc déjà, pour commencer, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous convaincre de mettre une solution de gestion des accès à privilèges. Ça paraît peut-être pas forcément évident comme ça, mais c'est un must-have. Aujourd'hui, en 2023, ce n'est plus une question. La question, c'est plutôt quelle solution choisir finalement, parce qu'il y a énormément de solutions sur le marché. Du coup, quels sont finalement les critères qui vont vous permettre de choisir une solution ? Alors, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, je vais quand même donner quelques chiffres, mais ce n'est pas forcément l'objet du débat, mais on a pris quelques chiffres pour poser un peu le cadre. Donc, au moins 80% des violations de données sont liées à la compromission d'identification privilégiée. Donc, ça veut dire qu'à un moment, on sait que dans une attaque, le but, l'un des objectifs, c'est d'élever ses privilèges. Et en tout cas, plus on a de privilèges, bien évidemment, plus on va faire de dégâts. Donc du coup, la gestion des accès à privilèges est forcément un enjeu. Un autre chiffre important, c'est que dans une entreprise, il y a à peu près 4 fois plus de comptes ou de secrets qui donnent des privilèges que de comptes utilisateurs. Et finalement, aujourd'hui, dans toutes les entreprises, ça paraît évident de monitorer l'accès utilisateur, le compte utilisateur. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a plus d'accès à privilèges que de comptes utilisateurs. Donc, on a besoin d'une solution pour le gérer. On peut se dire, OK, ça paraît intéressant de le gérer à la main. Finalement, les accès à privilèges, c'est une petite partie du système d'information. Mais en fait, finalement, c'est plus présent que les comptes utilisateurs. Et la gestion à la main devient vite chronophage et complexe à gérer. Donc, des solutions sont faites pour ça et peuvent vous faire gagner du temps et de vous donner cette visibilité importante sur ce qui est effectué par les comptes à privilèges. Alors, c'est moins un chiffre, c'est plutôt un élément que vous voulez faire ressortir, c'est qu'on a, donc, par rapport à l'attaque de type supply chain, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on a du coup typiquement un de nos clients qui est le CHU de Montpellier, qui est intervenu il y a 2 semaines à Cannes sur un meeting, justement pour expliquer quelle était la place du bastion dans le CHU de Montpellier, et le fait qu'il allait l'étendre aussi au GHT, mais aussi il a fait le parallèle sur le fait que un des intérêts, c'était aussi de se prémunir et limiter les attaques de type supply chain. Donc ça, c'était un point important qu'on voulait partager avec vous. Si vous êtes intéressé pour avoir cette vidéo, on peut vous l'envoyer dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à venir nous solliciter, donc soit stand F28, soit venir me voir à la fin de la session, et je pourrai vous envoyer le lien vers la vidéo dès qu'elle sera disponible. Donc c'était Vincent Templier, RSSI du CHU de Montpellier, qui est intervenu. Donc, mettre une solution de PAM n'est plus une option dans les organisations. Encore une fois, maintenant, il n'y a plus qu'à choisir dans les solutions disponibles. Alors, pour mettre un peu de contexte déjà pour nous, qu'est-ce qu'une solution de gestion des accès à privilèges ? Parce que finalement, il y a plusieurs topologies différentes, il y a plusieurs fonctionnements. Pour Rubicat, une solution de gestion des accès à privilèges, c'est avant tout une solution de type bastion, c'est-à-dire un portail fédérateur. Vous allez faire une porte d'entrée vers l'administration du SI. Il y a d'autres topologies possibles, avec des solutions qui ont des agents, avec des solutions décentralisées. Enfin, il y a plusieurs solutions possibles. Pour nous, une solution de gestion des accès à privilèges simple,
c'est une solution de type Bastion, une porte d'entrée vers l'administration du SI. C'est aussi une solution qui doit vous simplifier la vie, bien évidemment, et industrialiser finalement la partie accès à privilèges. Alors industrialiser, ça peut être un mot assez fort, mais l'idée, c'est de rapidement avoir des informations, enfin, de contrôler et de vraiment définir qui a accès à quoi de manière facile dans votre infrastructure. Ça, c'est un point important. Et du coup, vous allez pouvoir le faire via des politiques d'accès. Protéger, bien évidemment. Donc la protection, il y a plusieurs informations possibles, mais les deux que je vais évoquer aujourd'hui, c'est premièrement avec un gestionnaire de mots de passe qui permet d'entreposer des secrets et des informations qui permettent au Bastion ensuite de authentifier l'utilisateur vers une ressource sans qu'il connaisse les informations qui sont utilisées. Donc ça, c'est un élément clé qui est utilisé par nos clients, c'est-à-dire votre prestataire extérieur qui ne connaissent plus les identifiants qui permettent de se connecter sur un compte de service ou un compte local à un équipement. Vous l'entreposez dans un coffre-fort et c'est le Bastion qui va automatiquement garder le secret et gérer ce secret pour authentifier l'utilisateur. Et le deuxième point dans la partie protection, c'est aussi, donc, par exemple, le MFA, avoir un second facteur permettant, lorsque l'utilisateur vient se connecter sur le Bastion, d'avoir donc un second facteur. Et également donc une traçabilité, puisqu'avant tout, une solution de PAM, c'est aussi une solution de traçabilité qui vous permet d'avoir des informations sur qui s'est connecté et aussi garder les enregistrements de tout ce qui s'est produit sur vos équipements sensibles. Et le troisième point qui est lié à ça, c'est une solution d'auditabilité et de mise en conformité. Peu importe le secteur d'activité où vous êtes aujourd'hui, les recommandations recommandent très fortement la mise en place d'un PAM. Et pour être capable d'identifier en fait qui s'est connecté et qui a effectué une action sur des équipements sensibles de votre système d'information, que ce soit via les recommandations de l'ANSSI, que ce soit dans le RGPD. Et dans certains secteurs d'activité ou par rapport à certaines réglementations, c'est même obligatoire. On parle par exemple de HDS, ISO 27001, enfin il y en a énormément, mais du coup, c'est soit très fortement recommandé et voire même obligatoire selon votre activité. Alors par rapport à Rubicat, donc nous on est un éditeur de logiciels basé à Rennes, nous sommes français et nous proposons donc la solution Pruvit, qui est une solution de gestion des accès à privilèges. Pruvit est certifié avec un visa de sécurité CSPN, donc qui atteste que la solution a un premier niveau de sécurité attesté par l'ANSSI. Donc ça, c'est important pour nous, c'est vraiment dans notre ADN de proposer des solutions de cybersécurité sécurisées, donc avec le visa de sécurité CSPN. Et donc on a également le label France Cybersécurité qui atteste que nous sommes français, avec des capitaux français et une solution française. Donc notre vision, d'où vient la création de l'entreprise en 2014, parce qu'on a 10 ans d'existence, c'est rendre accessible à tout type d'entreprise la gestion des accès à privilèges. Le constat des deux fondateurs de l'entreprise en 2014, ou un peu avant d'avoir créé l'entreprise, c'est de s'apercevoir qu'il y avait un vrai manque de traçabilité derrière le monde de l'accès à distance. C'est-à-dire qu'ils venaient du monde de l'accès à distance et ils se sont aperçus que pour eux, il y avait un vrai manque de traçabilité et de contrôle simple, avec une solution simple et efficace qui permettait de gérer cette traçabilité et ce contrôle. Donc ils ont décidé de créer Rubicat, la société, pour créer le produit Pruvit. Et c'est là qu'est né vraiment le produit. Il a été déployé chez nos premiers clients dès 2014. Donc aujourd'hui, on a une maturité avec à peu près 9 ans de retour sur notre solution. Et donc il y a 3 axes importants. Le premier, c'est une solution doit être durable. Enfin, pour qu'elle soit durable et utilisée, il faut que, la solution soit simple à utiliser, simple à déployer et simple à maintenir en conditions opérationnelles. Donc, c'est-à-dire le moins de temps possible d'administration. On sait que vous avez tous énormément de travail et finalement, il faut multiplier les solutions de cybersécurité pour avoir une sécurité d'un niveau acceptable. Et finalement, si vous multipliez les solutions, vous n'avez pas forcément la capacité de multiplier les équipes. Donc, plus on vous simplifie la vie dans la gestion de ces solutions, plus finalement vous perdez moins de temps. J'ai pas envie de dire qu'on va vous en faire gagner, mais on va éviter de vous en faire perdre en tout cas. 2, c'est la transparence pour les utilisateurs. Solution de sécurité, si elle n'est pas transparente pour les utilisateurs, au final, on sait que dans le temps, ils vont essayer de la bypasser, ils vont pas forcément ça va être un frein pour le déploiement. Donc ça, c'est important. Et le troisième, bien évidemment, c'est l'intérêt principal, en tout cas, de mettre une solution, c'est de vous apporter une visibilité, une sérénité, puisque vous avez
de la visibilité et un endroit central finalement pour voir tout ce qui se passe sur votre système d'information. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise et la R&D fait en sorte de garder ça à l'esprit. Dès qu'ils sortent une nouvelle fonctionnalité, elle est pensée pour qu'elle reste la plus simple possible à maintenir et transparente pour l'utilisateur. 3 problématiques clients que l'on a pris pour mettre en avant. Premièrement, CETI-Rénov', donc groupe industriel autour de l'habitat et de la rénovation énergétique. Problématique, multiples prestataires qui se connectent, multiples intervenants qui se connectent sur le système d'information et à tout moment. Du coup, avant d'avoir une solution dédiée, ils avaient mis un filtrage manuel. Donc ils ouvraient à la demande et ils fermaient à la demande. Sauf qu'au bout d'un moment, par rapport au nombre de connexions qui étaient de plus en plus fréquentes et au nombre de prestataires qui étaient devenus de plus en plus fréquents, élevés, une solution devenait obligatoire parce que ça leur faisait vraiment perdre beaucoup de temps au quotidien à gérer. Et on sait qu'il y a toujours quelqu'un pour activer un accès, mais hélas, parfois pour le désactiver, ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc ils ont décidé de mettre une solution en place et du coup d'avoir cette sérénité aussi, d'apporter cette visibilité en plus du contrôle d'accès. Deuxième exemple, donc l'Imagrin, donc semencier international, donc utilisation de ERP et de satellites applicatifs métiers dans différents data centers. Besoin d'augmenter le niveau de service et de réactivité à incident. Donc du coup, ils avaient besoin de revoir l'accès au système d'information parce qu'ils avaient une volonté de notamment externaliser une partie du support niveau 1. Donc il fallait donner l'accès depuis l'extérieur à un partenaire de confiance sur le système d'information. Donc pareil, là, ils ont mis en place une solution qui leur a apporté une flexibilité, de la visibilité et un contrôle d'accès sur le système d'information. Un troisième exemple, pour citer une entreprise qui est assez différente, puisque c'est Proginov, qui est plutôt un hébergeur dans notre cas, même si Proginov propose aussi d'autres choses comme un ERP ou des logiciels métiers. Mais dans le cas de Proginov, c'est plutôt hébergement du SI pour leurs clients. Donc ils sont hébergeurs de données de santé. Et ils ont besoin du coup de la traçabilité de tout ce qui est effectué sur le système d'information de leurs clients. Ils avaient une solution maison qu'ils avaient mis en place plusieurs années auparavant et ils se sont aperçus que cette solution maison finalement devenait complexe à maintenir. Donc ça leur monopolisait finalement des ressources pour maintenir une solution maison. Donc le coût de départ, il est plus faible avec une solution maison, potentiellement avec des solutions open source, mais à maintenir dans le temps, c'est pas forcément évident et ça prend finalement des ressources, donc c'est un coût caché qui fait qu'au bout d'un moment, ça coûte plus cher que d'acheter une solution sur étagère qu'un éditeur va proposer et va maintenir de son côté. Donc au moment du passage à la norme ISO 27001, ils avaient vraiment besoin de faire un choix sur une solution plus robuste et qui simplifiait la maintenance. Donc ils ont décidé de prendre notre solution et du coup, ça a répondu aux besoins. Alors pour arriver vraiment maintenant plus sur Proovit, pour comprendre comment la solution va opérer dans le système d'information. Donc à droite, vous avez les ressources sensibles du système d'information, que ce soit des éléments de type serveur, infrastructure, éléments réseau, etc. Donc tout élément qui constitue finalement l'infrastructure de votre système d'information. Au milieu, vous avez Proovit qui vient se mettre en coupure de flux entre les postes utilisateurs, qu'ils soient externes ou internes à votre entreprise. J'y reviendrai sur les deux types de population. Donc ce qui se passe, c'est que d'abord, une fois que vous avez mis Proovit, les utilisateurs à privilège ne se connectent plus directement sur les équipements cibles. Ils viennent se connecter sur Proovit avec ce qu'on appelle une authentification primaire. Proovit va s'interfacer avec vos annuaires et également vos solutions de MFA pour effectuer une première authentification. Et en fonction des droits que l'administrateur aura donnés à la personne, du coup, Proovit va afficher les ressources éligibles. Une fois que l'utilisateur sélectionne la ressource sur laquelle il souhaite se connecter, il y a une authentification secondaire, donc cette fois-ci gérée par le bastion, qui peut être différente de l'authentification primaire. On a plusieurs méthodes en fonction des paramétrages. Et le cas d'usage qui est régulièrement utilisé, par exemple, c'est que le bastion va utiliser un secret qui est entreposé dans le coffre-fort, qui a été entreposé par l'administrateur de Proovit, que l'utilisateur ne connaît pas. Mais du coup, l'utilisateur va être connecté en administrateur local imaginons d'un serveur, sans connaître le mot de passe qui est utilisé, puisque le bastion va utiliser le coffre-fort, des secrets qui sont entreposés dans le coffre-fort, qui sont gérés par l'administrateur de Proovit, et le coffre-fort est chiffré et sécurisé. Et une fois que l'utilisateur est connecté, finalement, ça va tracer, enregistrer tout ce qui va être effectué sur la ressource cible.
De son côté, l'administrateur de Pruvit, parce que là on était plutôt côté utilisateur, donc à privilège. De son côté, l'administrateur de Pruvit, lui, va pouvoir définir qui a accès à quoi dans l'infrastructure et quand. Ça, c'est important aussi, le quand. Il va pouvoir rajouter des équipements, rattacher des équipements derrière Pruvit. Et il va pouvoir, bien sûr, voir tout ce qui s'est produit sur sa plateforme, sur ses équipements cibles. Et il va pouvoir aussi créer des alertes pour être notifié automatiquement d'événements qui se produisent par rapport aux connexions ou aux événements de la population à privilège. Alors, pour faire un petit focus plus sur la partie population externe et population interne, donc on parle bien des populations à privilège. Donc les populations externes, ça va être par exemple des télémainteneurs, infogérants, prestataires, donc toute personne extérieure à votre entreprise finalement. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir limiter les droits d'accès simplement sur les machines nécessaires à la mission du télémainteneur. Il ne verra pas les autres machines. Vous avez la possibilité de définir des jours, mois, plage horaire d'intervention. Donc le cas le plus utilisé, c'est je désactive l'accès la nuit et le week-end et les jours fériés. Et vous pouvez être alerté au moment des interventions. Surtout lorsqu'on a un nouveau prestataire, ça peut être intéressant d'avoir une alerte systématiquement dès que quelqu'un vient se connecter. Et bien sûr, on peut visualiser en temps réel les interventions ou les revisualiser a posteriori. Donc ça, c'est par rapport à la population externe. Sur la population interne, typiquement administrateurs, techniciens, etc., on peut faire tout ce que j'ai évoqué sur la population externe, mais le but, c'est plutôt d'être capable de revisualiser une session a posteriori en cas d'incident, en cas de doute ou en cas de besoin. Alors, une petite vidéo pour vous montrer l'interface d'administration de Pruvit, comment ça va fonctionner et les premiers réglages à effectuer pour rendre la solution opérationnelle. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, premièrement, donc là, je me connecte vraiment en tant qu'administrateur de Pruvit. Sur l'interface web d'administration, premièrement, on voit l'activité des sessions 0/20, puisque donc ça veut dire que j'ai personne de connecté sur mon système d'information actuellement, je n'ai aucun utilisateur connecté, et donc 0/20, puisque attaché en fait à la solution Pruvit, on va générer une licence qui est conditionnée au nombre de sessions simultanées que Pruvit va pouvoir enregistrer à l'instant T. Donc ça commence à 5 sessions et c'est par palier de 5. Le nombre d'utilisateurs référencés, c'est totalement illimité. Et le nombre d'équipements cibles aussi. C'est vraiment le nombre de sessions simultanées. Donc 3 étapes à effectuer lorsqu'on met en place Pruvit. Premièrement, on vient relier les serveurs d'authentification. Donc principalement vos annuaires, mais également vos solutions de multifacteurs. Donc ça va permettre en fait de gérer les mécanismes d'authentification. Typiquement, lorsque les utilisateurs viennent se connecter, je demande un login mot de passe plus un second facteur, OTP ou push. Une fois que l'authentification est paramétrée et qu'on s'est relié à vos solutions, à vos serveurs d'authentification, on va pouvoir en fait rattacher les équipements à la solution Pruvit. Donc, on va dans l'onglet Service. Alors, Service, c'est là où on vient rattacher l'ensemble des équipements. Il n'y a pas d'agent installé, que ce soit sur le poste de l'utilisateur ou sur l'équipement cible. Donc ça, c'est très important. Donc, en fait, Pruvit doit avoir connaissance de l'équipement cible. Donc ici, je viens référencer l'ensemble de mes équipements RDP, SSH et HTTPS, avec lequel ensuite Pruvit va pouvoir mettre en relation des utilisateurs. Une fois que c'est fait, troisième étape, donc j'ai d'un côté mes utilisateurs et leur méthode d'authentification, de l'autre mes équipements. Je viens créer des politiques d'accès. Donc là, j'ai une politique d'accès d'une entreprise X et je viens définir de manière simple quels sont les utilisateurs concernés par cette politique d'accès et combien d'équipements je leur donne accès. Donc dans mon cas, les utilisateurs concernés ont accès à 5 de mes équipements. En plus de définir qui a accès à quoi, je peux définir quand avec des filtres. Donc les filtres, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ça va être les filtres temporels. Par défaut, vous avez jour ouvré, heure ouvrée, mais vous pouvez vraiment en créer autant que vous voulez et les combiner entre eux. Et c'est le plus restrictif qui va prendre la main. Donc on peut exclure les jours fériés, on peut faire par intervalle de date, par intervalle horaire. Enfin, vous avez énormément de possibilités. L'intérêt, c'est d'activer et désactiver les accès de manière automatique par rapport à des contraintes temporelles. Alors là, je vais me mettre dans la peau maintenant d'un utilisateur à privilège qui va se connecter, par exemple, sur une ressource RDP. Donc, il utilise son bureau de connexion à distance habituel. Pour lui, il ne change rien à ses habitudes. Puis, il peut utiliser n'importe quel utilitaire RDP. La différence, c'est qu'il se connecte en RDP sur Pruvit et non plus sur l'équipement cible. Donc, Pruvit va demander une authentification. En fonction de l'utilisateur dans les politiques dans lesquelles il est intégré, Pruvit va afficher l'ensemble des ressources sur lesquelles il est éligible de se connecter. Dans mon cas, il va se connecter à serveur app2, il clique dessus. Un message d'avertissement pour le cadre légal, il doit accepter pour être mis en relation, puisqu'il doit accepter d'être enregistré.
Et une fois qu'il accepte, il est mis en relation de manière classique RDP avec son serveur, sans latence, et comme s'il était connecté en direct. Donc je vais volontairement laisser la fenêtre du prestataire ouverte en tâche de fond, la session RDP, et je vais revenir côté administrateur. Côté administrateur, pour voir ce qui se passe, déjà je vois que j'ai une session ouverte, je vais dans le menu Audit, et donc j'ai les sessions en cours ou les connexions archivées. Donc session en cours, c'est tout ce qui se passe en temps réel, et du coup donc là je vois que prestataire 1 est connecté à serveur APP2. Donc je peux faire voir la session en tant qu'administrateur ou le déconnecter. Je fais voir la session, et du coup ici je peux voir en temps réel ce qui se passe sur l'équipement cible. Donc à droite, c'est l'administrateur de Proovit qui regarde en temps réel ce qui se passe. Et à gauche, j'ai l'utilisateur qui effectue son opération de maintenance sur le serveur. Donc c'est du temps réel, il n'y a pas de latence. Donc je vais encore une fois laisser en tâche de fond la session RDP ouverte et je vais cette fois-ci revenir en tant qu'administrateur pour déconnecter mon utilisateur. On est déjà dans des cas extrêmes d'utilisation, enfin des cas extrêmes. Je peux déconnecter l'utilisateur, c'est quand même pas régulier de le faire, mais là j'ai déconnecté l'utilisateur manuellement et du coup la session RDP s'est arrêtée côté de mon prestataire. Maintenant, là, j'étais natif en RDP. Maintenant, je vais montrer le portail web utilisateur. Vous avez la possibilité aussi de passer par un portail web utilisateur pour l'accès aux ressources HTTPS et donc, dans un mois, également RDP. Donc là, ici, je suis connecté sur un portail web HTML5 qui est directement disponible sur le serveur Proovit, qui est on-premise chez vous. Et du coup, je viens faire une recherche pour me connecter à mon domaine contrôleur. C'est un exemple pour la démonstration. J'ouvre la connexion, donc de la même manière, je vais avoir une demande d'autorisation, enfin, je dois confirmer le fait que je sois enregistré. Et là, dans mon cas, je vais être mis directement dans mon portail web en relation avec le serveur en question. Et je vais être connecté dans mon cas en tant que admin local du serveur, puisque dans ce cas présent, l'administrateur a décidé que le coffre-fort allait être utilisé et que le bastion allait connecter l'utilisateur avec un compte administrateur local sans que l'utilisateur connaisse ces informations. Donc le portail que je viens de vous montrer, du coup, pourra être exposé sur Internet à partir de juin. Il pourra être exposé sur Internet pour donner l'accès depuis l'extérieur à vos populations à privilège. Alors, 3 retours d'expérience de nos clients qu'on a sélectionnés aussi pour être assez complémentaires. Donc encore une fois, Proginov, le bilan finalement de leur utilisation. Donc en fait, avant de parler du retour, mais on a 2 types finalement d'utilisateurs chez Rubycat. Premièrement, c'est soit des clients finaux, PME, TI, voire de grands comptes sur des environnements bien ciblés. Du coup, c'est des clients finaux, donc des entreprises directement. Et on a également, donc, pour le cas de Proginov, c'est plutôt un hébergeur qui, lui, va proposer finalement Proovit en package dans son offre de service. Donc on a les 2 cas, soit offre hébergeur, soit offre client final. Donc Proginov, dans leur cas, ils ont trouvé finalement une solution qui était souple, qui répondait à leurs besoins. Et la clé pour eux, c'était pas d'effort de maintenance à réaliser. Un autre exemple, par exemple, d'une mairie, qui est la mairie de Vincennes, qui est un client depuis un petit moment, qui, pour eux, en fait, donne des informations sur le temps d'administration que ça leur prend. Donc, moins d'1 heure d'administration par mois. Donc, ils sont vraiment contents à ce niveau-là, puisque ça ne prend pas de temps aux équipes de maintenir cette solution. C'est en moyenne 1 heure par mois, ce qui est vraiment très convenable. C'est vraiment dans l'ADN du produit, encore une fois, de faire en sorte que ce soit le plus simple possible à maintenir. Donc, nos clients en parlent mieux que nous. Et pour cette Rénov, du coup, les 3 points suite à l'installation qu'ils voulaient faire remonter, c'est qu'ils recommanderaient la solution Proovit, puisque ils ont la sécurité, qui est le premier objectif quand même, d'avoir la traçabilité et de pouvoir surveiller ce qui se passe par rapport aux prestataires et aux populations internes, et d'être alerté au moment des interventions, la facilité d'administration, et la fiabilité aussi, puisqu'en 2 ans, ils soulèvent qu'ils n'ont eu aucun problème et tout a toujours bien fonctionné. Alors, les différents retours que je vous ai présentés aujourd'hui viennent en fait de témoignages, soit écrits, soit vidéo, qui sont disponibles sur notre site internet. Donc, si vous voulez plus d'informations par rapport au contexte ou plus de témoignages, on a une vingtaine de témoignages disponibles sur notre site internet et disponibles pour tout le monde. Alors, pour conclure, avant de passer aux questions, du coup, l'idée aujourd'hui, c'était de vous montrer comment fonctionne notre solution Proovit. Si vous voulez une démonstration plus complète
Il y a une équipe qui est disponible en F28 à côté du stand Bretagne. Du coup, on peut vous faire une démonstration plus complète ou échanger sur votre projet. Et par rapport à l'accompagnement, on a aussi un réseau de partenaires qui est formé et certifié sur nos solutions, qui peuvent vous accompagner sur aussi ce qui se passe autour du PAM pour du conseil, pour aller un petit peu plus loin sur votre projet. Alors, s'il y a des questions, éventuellement... Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez une question à poser, voilà, j'arrive. Je veux souffler. Oui, bonjour. À propos de l'exemple que vous avez montré, vous aviez fait une déconnexion manuelle. Je voulais savoir s'il était possible d'ajouter une règle automatiquement qui interdirait à la personne de se reconnecter. Après une connexion, par exemple, d'un utilisateur. Ah, quand on le déconnecte ? Oui, exactement, oui. Ah oui. Aujourd'hui, alors, ce qui se passe, c'est que dans les politiques d'accès, on a vraiment fait en sorte que vous pouvez provisionner vos politiques d'accès et les activer ou désactiver en un clic. Donc, ce qui peut se passer, c'est que alors, il y a deux choses, mais lorsque vous déconnectez un utilisateur, si vous voulez vraiment qu'il ne se reconnecte pas, vous pouvez aller dans les politiques d'accès et désactiver en un clic la politique d'accès correspondante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que... Alors, il y a aussi des time-out d'inactivité, enfin des choses autour des déconnexions, mais ça, c'est plutôt pour éviter de prendre trop de sessions dans la licence. Le deuxième point par rapport à ça, c'est que du coup, alors c'est moins en relation avec votre question, mais si par exemple un utilisateur essaye de se connecter plus de 3 fois avec un mauvais mot de passe, on a des fail to ban, on a des mécanismes aussi qui là, pour le coup, vont le bannir pendant un certain temps automatiquement. Mais sur la déconnexion, il y a une action de l'administrateur parce qu'on estime qu'il y a une action de l'administrateur pour déconnecter. Donc, il peut aller en un clic désactiver la politique, le temps d'appeler le prestataire pour comprendre éventuellement ce qui s'est passé ou pourquoi il l'a déconnecté. Est-ce qu'il y a une autre question sur l'instant, ouais. Bonjour, c'est pour savoir si la solution est SaaS ou on-premise ou les deux. Alors aujourd'hui, la solution, elle est on-prem. Donc elle est installée dans votre système d'information. Nous, on ne propose pas d'offre SaaS directement en tant qu'éditeur. Après, ce que j'évoquais, c'est que du coup, soit vous l'installez chez vous, soit on a des partenaires qui, eux, sont hébergeurs, qui peuvent éventuellement vous proposer l'offre... mais c'est dans un package global, quoi. Ça va être plutôt de l'hébergement externalisé. C'est pas voilà. Après, donc l'offre est on-prem. Par contre, elle peut être déployée sur Azure ou sur un cloud privé. Merci pour la présentation. Est-ce qu'on peut restreindre certaines commandes de copier-coller, des RM en SSH? Alors aujourd'hui, en fonction du protocole, on peut effectivement restreindre certaines possibilités. Typiquement dans le RDP, on peut autoriser ou non le copier-coller, le fait de pouvoir monter son volume local ou imprimante, ce genre de choses dans le RDP. Et dans le SSH, c'est pareil. Par exemple, on peut interdire de faire du X11, de la copie de fichiers. Donc, en fonction du protocole, on peut effectivement autoriser ou non certaines actions. Merci pour la présentation. J'ai 2 questions. La première, elle est assez facile. Est-ce que vous êtes compatible IPv6 ? Compatible avec, pardon ? IPv6. Alors ça, il faudrait que je demande à notre expert, nos experts techniques. Ça marche. Là, comme ça, je peux pas vous répondre. Ok. Et la deuxième, c'est quel est votre mode de licensing ? Alors, le mode de licensing, c'est en fonction, donc, au niveau du nombre de sessions simultanées, donc par palier de 5, donc 5, 10, 15, 20, 25, etc. Et donc, si vous avez, par exemple, une personne qui se connecte sur 2 serveurs en même temps, enfin sur 2 équipements en même temps, ça prend 2 slots de la licence. Parce que c'est vraiment ce qui est ouvert entre Pruvit et vos équipements cibles. Peu importe finalement qui va l'initier. Je prends le cas de CHU de Montpellier pour faire référence à texte qu'ils ont fait la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Ils ont à peu près 600 utilisateurs provisionnés dans leur politique d'accès, mais ils ne payent que 75 sessions simultanées, ce qui est leur tuyau
d'hors bande passante nécessaires pour gérer le trafic. Donc il y a deux modèles, soit vous achetez une licence perpétuelle et du coup donc il y a un coût one shot d'achat perpétuel de licence et après il y a un coût de maintenance 1 an, 3 ans, 5 ans, classique éditeur on va dire. Soit en fait vous pouvez aussi avoir un modèle de location où vous vous engagez sur 1 an, 3 ans, 5 ans d'utilisation de la plateforme et dans ce cas au bout d'1 an, 3 ans, 5 ans la licence se désactive. L'intérêt de la location c'est que ça intègre c'est un package, quoi. Ça intègre aussi l'accès au support, aux mises à jour et à l'ensemble. Donc dans les deux cas, la solution est chez vous on-prem. C'est juste la différence entre de la location ou de l'achat perpétuel.